Alors, cette journée d'études sur l'écologie de l'écoute et le virage numérique est un peu la dernière étape d'un projet collectif, l'ANR Musimorphose, qui a été dirigé par Philippe Le Gouerne et qui vient de s'achever, qui s'achève maintenant. Il y a eu un gros colloque il y a quelques jours organisé par Philippe avec beaucoup de spécialistes venant un peu, je ne dis pas du monde entier, mais enfin de différents endroits, pour essayer de saisir ce qui se joue dans le virage numérique à tout point de vue. Ah, là, voilà, Anthony Péqueux, que je salue, bonjour. Donc, d'une certaine manière, cette rencontre aujourd'hui est un épilogue, on va dire, par rapport à ce colloque du 11 au 13 novembre. Et c'est quelque chose c'est une journée à laquelle nous avons pensé avec Maël Guédon, qui est à la fois une manière de contribuer à cette discussion collective sur le numérique et aussi une manière d'essayer de mettre ensemble différentes perspectives sur la question de l'écologie du son, dans un contexte où le mot même écologie est polysémique. Et c'est l'un des enjeux de voir comment ces différentes conceptions peuvent dialoguer. Alors, pour les nommer très rapidement, il y a un courant qui est inspiré de l'œuvre surtout de James Gibson, dont Eric Clark, qui vient de Oxford, est un représentant éminent, et qui a beaucoup influencé les études sur le son et les études sur la musique, notamment dans le monde anglo-saxon, mais ce sont des choses dont on parle pas mal de fois en France depuis quelques temps. Il y a aussi le courant de l'écologie, plutôt de l'écosophie, qui est associé au nom de Deleuze et Guattari, surtout. Et donc c'est pour ça que nous avons tenu à la présence d'Anne Sauvagnat, entre autres, pour nous parler de ce que les approches deleuzo-guattariennes peuvent apporter justement pour penser la question du son et de l'écoute dans ce contexte de changement de paradigme. Il y a aussi des approches dont Anthony, qui est ici présent, Anthony Péqueux, est l'un des meilleurs représentants en France, qui pense la question de l'écologie du son à partir d'une perspective que l'on va dire pragmatiste. Les pratiques musicales et les pratiques associées au son en perspective située dans l'espace urbain, par exemple. Donc l'idée, c'était de faire cette rencontre un peu à titre expérimental, en essayant d'engager certaines questions empiriques et aussi des questions théoriques, sur lesquelles je vous laisse Maël intervenir tout d'abord avant de reprendre la parole. Oui, en effet, quand on a pensé cette journée, on l'a pensé autour de deux questions entremêlées. La première, c'est d'interroger dans une perspective à la fois esthétique, conceptuelle et socio-musicologique, la pluralité des approches qu'on rassemble aujourd'hui sous le terme écologie, donc écologie acoustique, en particulier en ce qui concerne le son, écologie acoustique, écologie de la perception, écosophie, approche pragmatique de la micro-analyse des situations d'écoute, etc., dont on peut percevoir tout de suite qu'il y a un certain nombre de tensions, ne serait-ce par exemple que sur l'articulation nature-culture. Et deuxièmement, en effet, voir comment, à l'entrecroisement de ces différents axes, les bouleversements concrets de la musicalisation du quotidien auquel a été consacrée l'ANR Musimorphose pouvaient être interrogés et mis en perspective. Alors on peut bien sûr tenter de lister un certain nombre de traits épistémologiques qui seraient plus ou moins caractéristiques de l'écologie et qui semblent traverser aussi bien l'approche gibsonienne de la perception, la conception de l'écosophie développée par Guattari et l'écologie sociale de l'oreille telle que la conçoit l'ouvrage collectif dirigé par Anthony Péqueux et Olivier Roueff, avec tout d'abord l'attention portée à la micro-analyse qui est souvent associée au refus de l'universalité abstraite de l'expérience, l'idée générale que les expériences et les actions sont toujours situées, ce qui va donner chez Gibson la méfiance envers les approches abstraites de la physique, ou dans l'écologie sociale de l'oreille, l'étude détaillée des situations de la musicalisation en faisant varier les focales d'observation. Évidemment, la notion d'événement qui est explicitement liée dans l'écologie sociale de l'oreille à l'idée d'innovation ou d'imprévu contre les reproductions structurelles, et qu'on retrouve là aussi explicitement dans l'approche gibsonienne du temps vécu.
et également la redéfinition de l'information et la conception pragmatique de l'expérience qu'on retrouve aussi bien dans l'approche écologique de la perception visuelle, puisque Gibson dit par exemple que percevoir quelque chose, c'est percevoir comment l'approcher et ce qu'il est possible de faire avec, dans tout un pan évidemment de l'écosophie guattarienne, et aussi dans l'écologie sociale de l'oreille, dans laquelle Dewey est certainement la référence la plus récurrente. Mais bien sûr, ce qui nous intéressait spécifiquement, c'était de mettre en perspective ces proximités en interrogeant leur écart ou leur jeu, et dont la forme la plus explicite de cet écart est certainement la différence entre l'approche gibsonienne qui commence par définir deux pôles bien distincts, l'environnement et l'individu, le premier entourant le second, et pour ensuite souligner dans toutes ces conséquences leur co-perception. Et puis de l'autre côté, la pensée deleuzo-guattarienne, qui elle se penche au contraire d'emblée sur les prises de consistance dynamiques des agencements et sur les individuations émergentes. Donc interroger cet écart non seulement comme deux moments du rapport de l'oreille au son, mais surtout comme deux mouvements différents dont nous faisons le pari que leur rencontre pourrait finalement éclairer la problématique des rapports entre virage numérique et musicalisation du quotidien. Et c'est pour ça que nous avons tenté de construire le programme de la journée sur un entrelacement entre des perspectives historiques, des études de cas et des questionnements plus épistémologiques. Alors, moi je voulais juste partager avec vous quelques intuitions, on va dire, parce que c'est vraiment un domaine qui reste, je crois, à développer. En tout cas, je ne sais pas de faire part de recherches approfondies sur cette question, mais certains domaines dans lesquels la question de l'écologie peut modifier, en tout cas enrichir la compréhension que nous avons de ce virage numérique tel qu'il se développe aujourd'hui. Je voulais dire tout d'abord qu'il y a déjà un certain nombre de chercheurs. On a eu un exemple lors de ce colloque Musimorphose il y a quelques jours, Cal Devine, qui a soulevé la question de ce que le virage numérique, c'est-à-dire le virage au sens technologique du terme, la multiplication, la prolifération des technologies liées à l'écoute, change en termes d'écologie politique au sens d'un rapport avec l'environnement. Et la thèse de Cal Devine, ça consiste à critiquer l'idée que le virage numérique, parce qu'il est lié à une certaine forme de dématérialisation des contenus, serait dans une certaine mesure plus propre du point de vue d'impact sur l'environnement naturel, que les technologies qui sont en train d'être abandonnées ou qui sont rendues obsolètes par ce virage. Devine soutient l'idée qu'il n'en est rien, ou qu'en tout cas ça reste à prouver que l'impact écologique, encore une fois en termes d'environnement naturel de ces technologies numériques, est considérable et qu'il est en tout cas pas certainement inférieur à celui des technologies précédentes, disons traditionnelles. Ça, c'est une idée qui est importante, mais ce n'est pas dans cet esprit-là que nous avons pensé la question de l'écologie politique, mais plutôt donc, dans ce qui vient d'être résumé par Maël, dans une perspective qui est à la fois se penche sur des questions d'individuation, j'y reviens dans un moment, et surtout, en tout cas en ce qui concerne les pratiques au quotidien, sur la question des affordances que les nouveaux dispositifs technologiques proposent pour l'expérience musicale. Et là, ce n'est pas seulement des questions de comment les manier, même si c'est important dans le sens physique du terme, mais aussi dans le domaine de la perception, qui est bien sûr central pour comprendre non seulement comment la musique circule sous de nouveaux régimes à partir du virage numérique, mais aussi quelle est l'expérience d'écoute en elle-même en tant que processus psychologique, en tant que phénoménologie de l'écoute, qui est éventuellement modifiée par ce virage. De ce point de vue, je voulais aussi citer des travaux de Renaud Garcia Bardida et Jens Gerrit Papenburg. C'est deux chercheurs qui, lors de ce colloque il y a 15 jours, ont présenté une étude qui m'a paru très éclairante. C'est de s'intéresser à des appartements domestiques, à la maison de tout un chacun. Ils ont un échantillon de gens, comme j'allais dire, comme vous et moi, pour faire une observation de type
à la fois ethnographique, mais d'une certaine manière archéologique, de comment dans un espace domestique standard, les différentes technologies sont distribuées, comment elles sont utilisées, comment elles coexistent, plutôt que de parler d'un virage qui laisserait derrière définitivement les technologies précédentes. Bref, comment dans un espace qui peut être encore une fois celui de n'importe qui, en tout cas celui de vous et moi, disons, nous avons bien sûr différentes formes de technologies numériques qui sont centrales pour l'écoute de la musique en particulier, mais nous avons souvent aussi des technologies plus anciennes, nous avons des postes de radio, nous avons parfois des vinyles, nous avons des cassettes, et tout ça est distribué dans des topologies mouvantes qui d'ailleurs changent très rapidement, et c'est le genre de travail qui permet de penser l'environnement dans une dimension extrêmement concrète, par exemple un appartement. En dialoguant avec ces auteurs, le jour de ce colloque, on a discuté un peu de comment, de toute manière, la question des affordances que ces objets de la vie quotidienne, ces dispositifs qui sont physiquement présents dans l'espace domestique, ne sont pas épistémologiquement différents de l'interrogation que l'on peut avoir sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rentre dans l'ordinateur d'une personne. Par exemple, les questions de classement que l'on peut repérer dans un espace domestique n'est pas, encore une fois, du point de vue épistémologique, je crois, différent de la question de comment des objets soi-disant virtuels sont rangés à l'intérieur d'un ordinateur, ou quelles sont les trajectoires de navigation sur Internet qu'un internaute peut développer pour accéder à ces musiques, pour les identifier, pour en faire des collections, pour les réutiliser, pour les transformer et pour en faire de nouvelles représentations mentales qu'il va d'ailleurs partager ou pas partager sous la forme d'agrégation, d'agrégats d'objets dits objets musicaux. Une perspective qui est une manière d'interroger et peut-être même de lever la distribution entre matériel, immatériel, qui est devenu un peu un sens commun depuis qu'il est question tout le temps de dématérialisation de la musique et des supports d'écoute. La question de l'Internet et des possibilités de naviguer dans les formes de navigation des usagers serait tout aussi matériel que, encore une fois, se pencher sur les collections de CD, de vinyle, ou d'autres, de partitions d'ailleurs, ou même de description de ces mêmes œuvres dans des livres, ainsi de suite. Ce qui m'amène à souligner encore une fois l'intérêt, même si je n'ai pas beaucoup de pistes jusqu'ici pour avancer dans cette direction, l'intérêt de se demander de quelle manière la perception des différents éléments musicaux, des temporalités de ces objets est éventuellement modifiée par ces nouvelles dispositions, ce nouveau dispositif technologique pour l'écoute de la musique. Ça, c'était un peu la partie qui est restée en creux dans le programme de ce colloque Musimorphose, c'est que finalement on sait assez peu de choses sur jusqu'à quel point le fait d'avoir par exemple un fichier MP3 auquel on accède grâce à des écouteurs sur un iPhone est, du point de vue de la phénoménologie de la perception, différent de ce qui se passe chez ce même auditeur usager lorsqu'il écoute par exemple le même morceau chez lui avec une vieille cassette. On peut comprendre spontanément l'écart qu'il y a du point de vue technologique, pouvoir saisir des différences dans la représentation mentale, dans la transformation, la temporalité de ces représentations quand on est branché sur ces différents objets, c'est quelque chose sur laquelle on sait moins. Et je pense que des approches écologiques comme celle dont nous allons parler aujourd'hui peuvent contribuer à aller dans ce sens, ce qui inclut d'ailleurs, entre autres, la perception, je note ça parce que c'est quelque chose qui m'a intéressé particulièrement, de la question des catégorisations, c'est-à-dire le fait d'associer un morceau particulier et ses traits musicaux caractéristiques à une catégorie plus générale, à commencer par celle du genre musical, qui est devenu chez les sociologues de la culture un terme important et un point important des discussions théoriques, et qui en même temps est peut-être déjà en train de cesser d'être le point
d'agrégation principale des collections d'objets sonores sur lesquels on travaille quand on s'intéresse à la sociologie des musiques. Donc, voilà, ça c'est juste quelques éléments pour lancer un peu la discussion. Et donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Eric Clark, que je remercie vraiment beaucoup d'être venu depuis Oxford pour